Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'animer cette table ronde. Je remercie les organisateurs d'Ifutura, en particulier son président, d'avoir fait appel à moi. Je suis donc rédactrice en chef de la revue pratique et de la prospective chez LexisNexis, une revue éditée en partenariat avec le Conseil national des barreaux. LexisNexis est un acteur français, leader des solutions d'information juridique et des outils d'aide à la décision. Alors, pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Ferralschul, présidente du Conseil national des barreaux, merci de nous rejoindre, ancien bâtonnier du barreau de Paris, associé du cabinet Ferralschul Sainte-Marie, Jean-Michel Boisset, notaire en Normandie, ambassadeur du numérique pour le Conseil supérieur du notariat. Et donc, il y a eu un petit changement de programme. Donc, ce n'est plus Alexandre Menet, mais Stéphane Larrière, que j'ai le plaisir d'accueillir, directeur juridique groupe en charge de la data gouvernance et des données personnelles chez Atos, et également auteur du blog La Loi des parties, un blog donc spécialisé droit et digital. Merci d'être présent. Alors, chacun le constate, les précédentes tables rondes en attestent, le numérique conquiert chaque jour de nouveaux espaces, qu'il s'agisse des villes, voilà, on se voit mieux, des transports, de l'éducation, des assurances. Le secteur du droit ne fait pas exception à ce mouvement. Le numérique, l'intelligence artificielle, les algorithmes irriguent désormais la pratique des professionnels du droit. Dans certains pays, des petits litiges sont désormais exclusivement traités par des algorithmes, tandis qu'en France, la question de la transformation numérique soulève d'importantes interrogations d'ordre éthique et philosophique. Autant de sujets dont vont débattre nos intervenants. Tout d'abord, comment les professionnels du droit abordent-ils cette transition numérique? Quels sont pour eux les bénéfices dans leur pratique, mais aussi les risques? Avant d'aborder le big data et la question des données. En effet, pour fonctionner, les algorithmes et l'intelligence artificielle, vous l'aurez compris, se nourrissent de données dont le volume est toujours plus important. Comment assurer la sécurité juridique de nos données? Qu'en est-il de leur éthique, de la régulation? C'est ce que nous verrons dans une deuxième partie. Et pour lancer ce débat, je vous propose de visionner un entretien que m'a accordé Bruno Defin, professeur qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, donc professeur à l'université Panthéon-Assas, directeur du DU Transformation numérique du droit et président du pôle numérique du Club des juristes. Nous allons donc visionner cette vidéo. Et pour l'arrêter, du coup, je vais l'arrêter à la minute 6. Oui. Vous restez là, du coup. Oui. Commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi la transformation digitale est en train de transformer le marché des services juridiques? Tout d'abord, merci pour votre aimable invitation, en m'excusant de ne pouvoir être présent physiquement. Si effectivement vous m'interrogez sur les conséquences de la transformation digitale sur le marché du droit, je dirais en premier lieu que c'est un bouleversement au niveau des structures, au niveau des pratiques du marché, tant du côté de l'offre que du côté de la demande. On voit bien qu'il y a dans la transformation digitale un moment intéressant pour le monde du droit, c'est celui de l'innovation. Ce n'est pas un rapport simple entre le droit et les nouvelles technologies, et donc un véritable défi qu'il convient de traiter et qui va, à n'en pas douter, modifier considérablement les équilibres sur ce marché, à la fois pour les acteurs en place, comme LexisNexis, ou comme des acteurs qui rentrent sur ce marché à travers de nouveaux outils, de nouveaux instruments, de nouveaux dispositifs. Mais bien entendu, l'enjeu n'est pas que du côté des offreurs de services, puisque, in fine, l'objectif est quand même d'améliorer la qualité du service public de la justice, et donc de penser avant tout aux justiciables. Est-ce qu'une nouvelle forme de justice se dessine, une justice algorithmique, une justice que l'on nomme prédictive? Alors, justice prédictive, je préférais qu'on parle de justice quantitative, qui utilise la donnée pour essayer effectivement
de dégager des tendances, de dégager des caractéristiques du fonctionnement de la justice. Alors oui, c'est une réalité, cette justice quantitative, elle existe, elle est portée par différents types d'acteurs. Pour autant, la réalité de la transformation numérique, ce n'est pas tellement cette justice algorithmique ou quantitative, puisque l'essentiel de la transformation digitale du marché du droit se fait sur des tâches, sur des activités classiques qui ne nécessitent pas forcément le recours à des bases de données quantitatives, mais simplement pour ce qui est de la facturation des services, pour ce qui est du traitement des relations contractuelles, ou pour ce qui est de la recherche documentaire. On est loin de cette forme de justice quantitative, on est beaucoup plus dans une modification de pratiques anciennes basées sur l'introduction de nouveaux outils qui ne sont pas forcément une intelligence artificielle sophistiquée. Pour les professionnels du droit, cette utilisation tout de même nouvelle de l'intelligence artificielle comporte un certain nombre de bénéfices, vous en parlez, mais également des risques. Quels sont-ils? Alors les bénéfices immédiats en matière de transformation digitale sont de nature économique dans les pratiques, dans les gains de productivité liés à des recherches. Je parlais de recherches documentaires qui vont se faire beaucoup plus rapidement, sur la préparation d'actes qui vont se faire dans de nouvelles conditions, traduisant une possibilité, un potentiel de réduction des coûts qui ne peut être que bénéfique pour la pratique de la justice, en supposant bien entendu à qualité égale. Les risques ne sont pas pour autant négligeables, surtout dans un environnement juridique francophone de droit civil, dans la mesure où nous avons des pratiques qui sont basées beaucoup plus sur les règles que sur les faits, contrairement à d'autres systèmes de droit que vous imaginez bien, puisque là j'essaye de simplifier à l'extrême l'opposition entre common law et droit civil. Donc le danger, il est sur ce que j'appellerais l'ontologie de la règle de droit, sur sa nature même et sur la manière finalement de pratiquer le droit, qui doit effectivement interroger l'ensemble de la communauté sur la manière de procéder. Alors au-delà de ces risques que vous décrivez, l'essor de nouveaux acteurs, cette nouvelle structuration du marché pose également des questions liées à la régulation de l'offre et à l'éthique. Quelle place pour l'éthique et pour la régulation? Alors, on serait tenté de répondre à la question en disant que face à la difficulté de réguler les pratiques, même si le marché du droit est un marché régulé pour la tarification, pour l'exercice d'un certain nombre de professions, la régulation ne pouvant pas tout, on serait tenté de penser à des normes éthiques. Ces normes ont leur place. L'éthique passe par une forme d'autorégulation des acteurs de la transformation numérique sur le marché du droit. Cette autorégulation, elle pose finalement des défis considérables, puisqu'elle suppose d'être capable de s'interroger et de trouver des réponses à la relation que nous avons entre humains et intelligence artificielle. Ce n'est pas une question simple. Beaucoup de professions, et je pense ici au droit, mais bien au-delà, s'interrogent sur la manière de mettre en place des dispositifs éthiques dans l'utilisation des données en particulier, dans les pratiques des acteurs. Pour autant, en ce qui me concerne, j'ai tendance à penser que la régulation doit jouer également un rôle et que nous avons une nécessité, une impérieuse nécessité d'établir des règles du jeu qui soient le plus précises et le plus claires possible pour que le marché puisse se structurer. Un marché ne peut pas fonctionner si les règles ne sont pas clairement définies. Merci au professeur Defin pour ces éclairages intéressants qui montrent que la transition numérique se traduit par une transformation du marché des services juridiques
Alors, je vais maintenant me tourner vers nos intervenants afin de recueillir leur témoignage sur la façon dont la transformation numérique impacte leurs pratiques. Alors d'abord les avocats, pour commencer, Christiane Ferral-Schul. Quelques chiffres, ils sont près de 66 000 sur l'ensemble du territoire, contre 47 000 il y a 10 ans, dont 30 000 à Paris. Et pour vous donner une idée, ils sont 1,3 million aux États-Unis. Christiane Ferral-Schul, pouvez-vous nous éclairer sur la manière dont les avocats ont pris le virage du numérique ? Comment cette transition se traduit-elle dans la pratique des avocats ? En outre, partagez-vous ces pratiques à l'international ? Y a-t-il des investissements, des synergies, en particulier avec le continent africain ? C'est à vous. Vous m'entendez ? Bonjour à tous. Merci pour cette nouvelle occasion d'échanger sur la transition numérique. Alors oui, les avocats sont présents. Ils sont présents même depuis longtemps, puisque il y a plus d'une dizaine d'années, on exigeait l'utilisation de ce qu'on appelle le réseau privé virtuel des avocats. Ce qui nous pose d'ailleurs un problème aujourd'hui, parce que ce réseau privé virtuel des avocats qui fonctionne avec le réseau privé virtuel de la justice a pour objet de sécuriser les échanges avec les juridictions, mais comme souvent, quand on est très en amont, les technologies évoluant vite, le RPVA ne donne pas n'est pas optimum aujourd'hui, et il conviendrait véritablement de passer à un autre niveau. Mais les avocats, ils sont, j'ai envie de dire, obligés d'avancer. Ils sont obligés de rentrer dans la transition numérique, ne serait-ce que pour répondre aux attentes de leurs clients. La profession bouge. Elle bouge dans différentes directions. D'abord dans l'utilisation des outils. On a vu arriver toute une série d'outils. Vous l'avez évoqué, mais je crois qu'on en reparle un peu plus tard, l'open data. Donc des outils qui ont pour objet de faciliter en tous les cas les recherches, l'utilisation des traditionnelles bases de données qu'on a pu avoir, mais plus globalement, aujourd'hui, le cabinet d'avocats est confronté à toutes les préoccupations du chef d'entreprise, que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise. Il y aura toujours les mesures à prendre et les mêmes responsabilités, puisqu'on est de plus en plus dans une approche de prise en compte de la sécurité, de prise en compte aussi de la compétitivité. Et j'ai envie de dire que nous, la responsabilité que nous avons au niveau de l'institution nationale, c'est de former le mieux possible les jeunes et les inciter à utiliser des outils, ces outils numériques. Et la deuxième responsabilité, c'est de positionner le curseur au bon niveau pour respecter les spécificités de notre profession. Et en première ligne arrive bien sûr tout ce qui est en lien avec la déontologie. Alors parfois la déontologie coince, donc on voit couiner le dispositif, et sur la déontologie, c'est à nous de la faire évoluer, mais sans perdre le fil rouge qui est ce qui a vocation à sécuriser et protéger le justiciable de manière générale. Donc c'est ce positionnement du curseur. Mais sinon, notre responsabilité, c'est évidemment de faire en sorte que cette profession soit la plus compétitive possible. Qu'est-ce que ça change en termes de relation avec votre clientèle, ces nouveaux outils ? Alors, ça change pas mal de choses. D'abord, on est confronté, comme tout le monde, à plus de rapidité, plus d'exigence. Mais il y a un point que je voudrais souligner, c'est que de plus en plus de clients exigent qu'on soit équipé.
que ce soit en termes de sécurité. Donc, ils vont nous poser des questions sur le niveau de sécurité, si ils peuvent échanger avec nous en toute sécurité. Il va y avoir des discussions sur tout ce qu'on appelle les e-rooms, tout ce qui a vocation à permettre les données partagées, parce qu'on travaille dans un mode de plus en plus collaboratif avec nos clients. Ça va changer également tout ce qui est en lien avec le respect des réglementations qui ont vocation à s'appliquer, hein, le RGPD pour ne parler que de lui. Donc on voit apparaître dans les consultations de cabinet des demandes qui ne visent pas la prestation uniquement, mais plutôt l'utilisation des outils et qui viennent ici créer une difficulté sur laquelle nous travaillons d'ailleurs au Conseil national des barreaux, savoir ne pas créer de fracture numérique, parce que la fracture numérique se met en place. Mais c'est surtout dans les exigences. Et l'une des difficultés, d'ailleurs, qu'on peut souligner, c'est que les cabinets d'avocats sont confrontés parfois à autant de systèmes de systèmes, par exemple, de paiement, oui, tout simplement, de systèmes de paiement que de clients. Donc, on va être tenu de respecter des tas de formalités et de répondre à plusieurs exigences, chaque client ayant ses propres règles. Donc, aujourd'hui, c'est une préoccupation. En termes d'équipement, justement, il y a des investissements, j'imagine, importants pour les Il y a des investissements qui sont de plus en plus importants. Je pense que la part, de manière générale, numérique dans l'organisation du cabinet, dans l'investissement, oui, avec des renouvellements, évidemment, des équipements et des outils. Je vous remercie, Christiane Perrachine. Et à l'international, est-ce que vous participez à certains investissements, à certaines synergies ? Alors, on le fait à deux niveaux, sans doute pas assez. Mais nous le faisons, notamment en faisant partie de groupes de travail. Je pense à droit et numérique avec les barreaux, avec les pays francophones. Mais avec les barreaux, on essaie, via la formation, via les échanges de bonnes pratiques, d'être présent. Mais vous avez évoqué tout à l'heure l'international et les 1,3 million d'avocats américains. Pour la première fois, nous nous sommes positionnés comme groupe d'engagement dans le cadre du G7. Donc le G7 des avocats qui représente 1 800 000 avocats. Nous avons fait un certain nombre de propositions sur le terrain du numérique et tout particulièrement de l'intelligence artificielle. Très bien, je vous remercie. Je vais me tourner maintenant vers Jean-Michel Boisset pour les notaires. Vous êtes ambassadeur du numérique au Conseil supérieur du notariat. Quelles sont vos missions dans ce cadre ? Quels sont les enjeux pour la profession ? Et comme pour les avocats, comment la transition numérique se traduit dans votre profession ? Quels outils avez-vous développés en particulier ? Alors, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Le numérique dans le notariat, c'était également de l'histoire ancienne, où l'acte sur support électronique, c'est un texte de 2006. À ce jour, plus de 12 millions d'actes ont été signés sur support électronique et on part dans de la signature en visioconférence. Pour l'instant, les clients étant chacun chez leur notaire, peut-être à 1000 km de distance ou peut-être un petit peu moins. Et demain, certainement, la possibilité aussi pour le client de signer de chez lui ou à l'autre bout du monde. Ce sont les avancées. Ce sont les avancées, mais le concret, c'est la signature d'un acte où l'acte va vous être projeté. Vous allez signer sur la tablette et ne plus parapher l'acte. On est aujourd'hui à 12 millions d'actes. Il y a à peu près 90% des actes reçus par les notaires qui sont sur des actes authentiques et électroniques. Le notariat, et c'est un petit peu mon rôle en tant qu'ambassadeur du numérique, c'est d'essayer aussi d'exporter le savoir-faire que l'on a
et la vision du numérique avec toujours une sécurité juridique, de l'exporter dans des pays européens ou pays plus lointains, et puis aussi de voir ce qui peut se faire, puisqu'on a des pays, notamment dans les ex-pays de l'Est, qui sont très en avance sur le numérique, parfois pas toujours avec la sécurité juridique qui serait nécessaire. La vision du notariat sur la sécurité juridique, c'est de dire que le numérique, le support a changé. Pour autant, l'acte que doit recevoir le notaire, qui est sécure et qui est infalsifiable, lui ne change pas, et le rôle du notaire ne change pas, c'est le support. On est passé de la plume-doigt à la machine à écrire, de la machine à écrire à l'ordinateur. Maintenant, un support numérique, il y aura peut-être encore un certain nombre d'autres avancées, mais le rôle et la sécurité juridique que le notariat doit à ses clients, elle ne change pas. Quelles sont vos interactions à l'international, puisque c'est un sujet qui intéresse, je crois, l'auditoire? Alors, des interactions à l'international, un certain nombre, bien sûr, de groupes de travail et d'actions au niveau européen, au niveau des pays qui sont associés à l'Europe, mais pas encore dans l'Europe, des actions en Chine. Il y a un gros centre d'échange franco-chinois à Shanghai, et le notariat chinois, par exemple, a été créé un petit peu sur le modèle français. Et dans ce combat, droit latin, droit continental, façon droit anglo-saxon, ça a son importance, puisque ça permet aussi à nos entreprises ou aux Français qui vont vivre à l'étranger de retrouver un environnement juridique identique et sécurisé. Donc il y a ces enjeux-là. Des actions aussi dans les pays africains, avec des actions au travers le droit WADA et des participations, et puis des actions dans certains pays de titrement, ou des actions, on parlait tout à l'heure d'identité numérique, mais avant d'avoir une identité numérique, parfois il faut une identité. Il y a une action forte du notariat pour ce que l'on a appelé les enfants fantômes, c'est-à-dire avec l'UNICEF, d'essayer de donner une identité à des enfants qui n'en ont pas. Et là, on n'est même pas sur l'identité numérique, on est à un stade d'avant, mais d'avoir une identité pour travailler, pour avoir un accès aux soins. Très bien, merci Jean-Michel Boisset pour ces développements qui montrent que le numérique a révolutionné la pratique notariale, mais déjà depuis un certain nombre d'années, et qu'on en est un peu à l'acte 2 aujourd'hui de cette transition numérique. Stéphane Larrière, merci de nous avoir rejoints un peu au pied levé, je crois. Vous êtes donc directeur juridique groupe en charge de la data gouvernance chez Atos, qui est une entreprise française du numérique, leader sur le marché européen du cloud et de la cybersécurité. Alors, comme pour les avocats et pour les notaires, pouvez-vous nous éclairer sur la transformation numérique des directions juridiques? Comment se traduit-elle en termes de business, de développement, de productivité, de compétitivité? Et quel type d'outils vous semble incontournable pour gagner en performance au sein des directions juridiques? En fait, je dois excuser Alexandre, qui a malheureusement au dernier moment pas pu se joindre à vous, et qui m'a dépêché pour vous expliquer ce que nous faisons chez Atos. Alors, qu'est-ce que la digitalisation change dans une direction juridique? En fait, ça change tout. Ça change tout parce que ce qui change, ce sont particulièrement les attentes de nos clients internes, qui sont eux aussi, qui se digitalisent aussi. Une direction juridique est en fait intégrée dans une organisation, dans une entreprise qui elle-même se digitalise, surtout quand on est un acteur comme Atos dans l'IT. Et donc ça change tout. Ça change tout parce que nos clients internes souhaitent que les juristes parlent le même langage qu'eux, utilisent les mêmes outils qu'eux, voire soient en avance sur eux-mêmes. Alors, ça nous a obligés, mais comme mes collègues à ma droite, ce travail, on l'a initié depuis quelques années déjà. Ça nous a obligés à faire pas mal d'efforts pour repenser la manière dont on travaillait. Alors, par exemple, juste pour donner des petits exemples qui peuvent être concrets, mais on a, et qui peuvent aller dans le sens de ce qui a été évoqué juste à l'instant, on a demandé, dans le cadre de nos appels d'offres avec nos conseils, que les cabinets d'avocats mettent un petit peu d'innovation dans les conseils qui nous prodiguaient et dans les solutions techniques qu'ils allaient amener pour nous faire progresser dans l'utilisation des outils. Ensuite, on a développé en interne nos propres outils. Après,
il faut le dire, des études qu'on a menées sur pas mal de start-up. On est allé voir aussi les différents index aux États-Unis, ce qui se faisait au niveau de la legal tech aux US. Et on s'est dit finalement qu'il fallait qu'on arrive à développer quelque chose qui nous soit propre, qui nous ressemble, qui soit dans notre ADN et qui soit à la fois, qui contente à la fois nos clients et qui serve à nos juristes. Parce que, comme mes collègues à droite, ce qui est attendu de notre part, c'est un effort de productivité, un effort de rapidité, hein, et aussi, j'allais dire, un effort d'uniformisation, parce que le groupe Atos, c'est un groupe de 125 000 personnes réparties dans 73 pays dans le monde. Et donc, il faut que tout le monde se mette au parfum, utilise les mêmes outils. Et les outils, ce dont nous nous sommes aperçus, c'est que plus nous mettons d'innovation, en fait, plus nous étions suivis par les équipes, y compris lorsqu'elles sont de l'autre côté du monde. Et puis, là aussi, moi, je pense qu'il faut qu'on insiste, et peut-être nous ne le faisons-nous pas assez, mais il faut aussi se poser la question de savoir la manière dont ces outils sont utilisés. Et je me rappelle d'un propos du doyen Carbonnier qui, en 1996, disait déjà dans un de ses derniers ouvrages que ce qui était commandé aujourd'hui, c'était l'état de la jurisprudence, mais qu'il ne faut surtout pas oublier que cette jurisprudence était liée à des mots-clés et que les mots-clés étaient déjà une orientation dans la décision qui se préparait. Donc, nous avons un effort à faire de formation de nos équipes, parce qu'il ne faut pas croire que les solutions techniques, dans les résultats qu'elles nous donnent un résultat de droit, donnent une solution de droit. Cette dernière doit être obligatoirement accompagnée, ou en tout cas challengée par le juriste lui-même. Et on a un effort de mindset à faire pour que entre guillemets, la technologie soit très correctement utilisée. Donc c'est un exercice de management. Je vous remercie. Donc, toujours intelligence artificielle, intelligence humaine. Évidemment, dans les métiers juridiques, elle est essentielle, elle restera essentielle. On voit de nouveaux outils, de nouvelles pratiques qui émergent via ces instruments et ces nouvelles technologies. Cela nous mène à la deuxième partie de cette table ronde consacrée à la sécurité de nos données et de nos données judiciaires en particulier, qui sont des données très sensibles. En effet, dans cet écosystème du big data, le volume des données en circulation est vertigineux. Il pose aux États la question de leur protection et de leur régulation. Là aussi, quelques chiffres. Le volume de données stockées atteint aujourd'hui 40 zeta-octets, c'est-à-dire 40 000 milliards de données. Ça donne une échelle de valeur et de grandeur, en tout cas. Alors, je vous propose sur ce sujet de visionner la deuxième partie de l'entretien avec le professeur Defin. Je ne sais pas si la personne est là pour m'aider. Ah. Parti. Oui. D'accord, ok. Alors, un autre enjeu tient à la circulation des données. L'Europe s'est dotée du règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, en mai 2018. Quels étaient les objectifs de cet arsenal législatif et est-il suffisant pour garantir une protection efficace des données? La transformation numérique repose, pour la partie intelligence artificielle, sur l'accès et le traitement de quantités massives de données, le big data. Le défi qui est posé, c'est celui de rendre compatible le libéralisme économique et la protection des données nécessaires pour que fonctionne une économie numérique. Alors,
le RGPD est une initiative assez remarquable à l'échelle européenne, puisqu'elle a permis de définir des normes, des standards dans la collecte des données, peut-être un peu moins sur le volet traitement. On voit bien qu'il y a eu une volonté des pays de l'Union de mobiliser les acteurs de l'économie, à commencer par les entreprises, de façon à les responsabiliser dans la collecte et l'utilisation des données. Pour autant, l'objectif du RGPD, c'est aussi, dans un contexte globalisé, de fixer des règles qui constituent, d'une certaine manière, des remparts par rapport à l'hégémonie, à la toute-puissance de certains acteurs, les GAFA pour ne pas les nommer, des acteurs qui, pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont guère limités dans leur capacité, dans leur marge de manœuvre. Donc le RGPD est un succès réel puisqu'il inspire une partie de la planète en matière de protection des données. Il continue d'interroger comme outil de protection, de rempart par rapport à la puissance économique de certains acteurs. Je dirais que c'est une condition nécessaire. Je ne suis pas sûr que ce soit une condition suffisante pour réussir cet équilibre et ce pari-là. Merci encore à Bruno Defin. Christiane Ferralschul, pouvez-vous nous éclairer, vous aussi, sur le RGPD? Apporte-t-il des garanties suffisantes? Et dans votre activité d'avocat, comment assurez-vous la sécurité juridique des contenus dématérialisés? Et puis vous nous direz effectivement un mot de l'open data et des décisions de justice, qui est un des enjeux pour la profession d'avocat actuellement, et qui signifie l'ouverture au grand public de toutes les décisions de justice. Alors, le RGPD, tout d'abord, c'est une formidable révolution. J'ai envie de dire de révolution culturelle. Il y a une prise en compte par le citoyen, une meilleure compréhension de ces données, de l'utilisation qui en est faite. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous intervenons, et nous intervenons assez souvent dans le cadre de ces audits qui sont demandés pour savoir finalement si tout est conforme, pas conforme, et ce qu'il convient de faire, ce qui est intéressant, c'est que la première réunion que je demande, toujours en présence du directeur général, du directeur juridique et des responsables de service, c'est une réunion où ils arrivent en général hostiles, parce qu'ils ont... D'abord, le terme audit ne me paraît pas toujours bien adapté, mais suscite des réactions un petit peu épidermiques, et que ça annonce un risque de changement des habitudes, et que, comme toujours, les gens n'aiment pas changer leurs habitudes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en général, cette réunion permet de changer l'approche de l'entreprise. C'est-à-dire que tout à coup, il y a une compréhension que les données personnelles qu'on a qualifiées d'or noir, hein, vous avez donné des chiffres éloquents, c'est aussi... on rentre dans une logique qui est celle attendue du public. Mais pas seulement du public. Il va y avoir les clients, il va y avoir la préoccupation interne, les salariés vont vouloir savoir comment leurs données sont traitées, et finalement, les responsables de ces données réagissent et appréhendent le sujet comme si c'était leurs propres données. C'est pour ça que je parle de révolution culturelle, parce que ça ne devient pas seulement des données commerciales, ou qui ont pour objectif d'établir le profil des clients, des prospects et autres. Ça devient véritablement une valeur en soi et une valeur humaine. On y revient, on donne corps à ces éléments-là. Et la discussion est toujours beaucoup plus longue qu'elle n'était prévue, beaucoup plus riche, parce que chacun arrive à se mettre à la place finalement du client ou de la personne directement impactée par l'utilisation de ces données. Et vous notez une différence depuis l'entrée en vigueur du RGPD qui a donc mis... indiscutablement. Oui. Et je trouve que... À cause des sanctions qui sont encourues par les entreprises en particulier, oui, ou de ce changement culturel? Alors, je ne pense... Alors,
Évidemment, ça a provoqué une alerte forte parce qu'on est passé de quasiment aucune sanction au principe de sanctions qui peuvent atteindre Si on peut rappeler la 4% sanction, du oui. chiffre d'affaires mondial. Donc ça a mis tout le monde en effervescence. Ça a obligé les entreprises à repenser la manière dont elles utilisent ces données, de se rendre compte d'ailleurs qu'elles archivent des tas de données qui ne servent à rien et de mieux comprendre pourquoi on les conserve. Moi, je me souviens d'une discussion intéressante avec quelqu'un qui parlait d'un fichier qui contenait les noms, prénoms des enfants et l'âge. Bon, à quoi servaient ces données? Et en fait, l'explication a émergé. Donc ça permettait de profiler, si d'une certaine manière, le standard type du salarié. Et en fait, c'était pour le comité d'entreprise qui avait besoin d'avoir des informations pour l'arbre de Noël. Donc, vous voyez, ça partait d'un sentiment plutôt généreux, mais ces données n'avaient pas besoin d'être partagées avec tout le monde. Donc voilà, c'est ce type, c'est en fait une rationalisation. Mais là où l'Union européenne, où la Commission européenne a fait quand même un travail formidable, c'est que le RGPD a contaminé le monde entier. Et dans l'approche extraterritoriale qu'on reproche souvent aux États-Unis en disant vos lois sont extraterritoriales, finalement on a créé une loi extraterritoriale. Ce RGPD a servi donc d'exemple Voilà. à d'autres pays. Alors ça a servi comme exemple, mais surtout on leur a dit, mais si vous ciblez les citoyens européens, vous êtes impactés par le RGPD. Donc, est-ce que ça suffit pour faire face donc justement voilà. Ça suffit Alors, on n'arrive pas à un résultat 100% évidemment. Mais aujourd'hui, je suis certaine que chacun d'entre vous dans cette salle est concerné par les données le concernant. Il y a une prise de conscience, indiscutablement. Et je pense que rien que ça est important. Et je pense que cette révolution culturelle, j'insiste, est un marqueur dans notre histoire du droit. Je vous parle aussi d'open oui, data. des données juridiques. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Non, mais je vous en prie. L'open data des décisions judiciaires, c'est une formidable avancée. Vous savez, moi, je me suis rendu compte, lorsque j'étais bâtonnier de Paris, en rencontrant mes homologues dans les autres pays, que la principale difficulté des avocats, mais des juristes de manière générale, c'était d'accéder à la jurisprudence, des textes intègres, des textes à jour. Et j'ai mesuré la chance que nous avions d'avoir Légifrance à cette occasion. Alors, maintenant, on passe évidemment à l'étape d'après, mais tout le travail qui a été fait pendant des années par les éditeurs juridiques est un travail formidable, parce que sans cette information juridique, on ne peut pas apporter cette valeur ajoutée qui était évoquée tout à l'heure, qui était quelle analyse va être faite. Alors là où il ne faut pas tomber dans le piège, c'est que l'open data, il y a 3 éléments importants. Le premier, c'est la qualité de la base de données. Mais il faut savoir ce qu'il y a dans la base de données. Et si vous avez une base de données partielle, si vous vous intéressez par exemple au montant des indemnités ou du préjudice qui peut faire l'objet d'une condamnation, le résultat ne va pas être le même selon que vous êtes au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Si vous regardez l'ensemble de la jurisprudence sur le territoire national, ça donnera un résultat différent. Si vous intégrez la Belgique, ça donnera encore un résultat différent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrité de la base de données est importante et il faut que cette base de données, si on veut rester cohérent avec notre loi nationale, il faut que la règle de droit soit clairement établie. Est-ce qu'on parle bien d'une base de données nationale? Donc, il faut savoir si elle est européenne ou pas. Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est l'algorithme. Alors l'algorithme, quand on parle de transparence, les juristes savent qu'il ne s'agit pas d'aller de violer le secret des affaires. On sait que la réalisation d'algorithmes représente des investissements importants. Ce n'est pas ça. Mais ce qui est important, c'est de savoir quel est le cahier des charges qu'on prédéfinit. Parce que l'algorithme, il va être différent selon qu'il est pensé par un juriste français, précisément pour la raison qui a été indiquée tout à l'heure. La règle de droit peut anéantir toute une jurisprudence.
Et l'exemple que j'aime bien donner, c'est celui de l'encadrement des loyers. Ce n'est pas la peine d'aller regarder la jurisprudence qui précède la loi sur l'encadrement des loyers. Elle n'a pas vocation à s'appliquer et elle ne fera qu'embrouiller tout le monde. Donc, si la règle de droit l'emporte, on n'est pas dans une logique qui sera la même que dans un pays anglo-saxon où c'est l'agrégation des décisions qui fait la loi. Donc, c'est important de connaître et de prédéfinir dans un cahier des charges des éléments objectifs d'élaboration de l'algorithme. Ça, c'est capital. Et c'est pour cela que le Conseil national des barreaux a signé un accord avec la Cour de cassation pour dire 2 choses. La première, c'est qu'il faut une autorité qui soit seule à même d'aspirer l'intégralité des décisions de l'ordre judiciaire et qu'on ne s'amuse pas à venir pomper à droite et à gauche via des greffes et des accords latéraux ces décisions. Premier élément. Et deuxième élément, il faut une institution qui rassemble des professions du droit, qui rassemble sous l'autorité de la Cour de cassation, je parle de l'ordre judiciaire uniquement, des avocats, et de manière à ce qu'on puisse définir ces règles. Alors, on a déjà pour les algorithmes des algorithmes, on a déjà le Conseil de l'Europe qui a proposé des règles d'éthique, peut-être qu'il faut les adopter, peut-être pas, mais on ne peut pas laisser les algorithmes continuer à se déployer. Vous parliez de l'Afrique tout à l'heure. Il y a des bases de données aujourd'hui qui sont pilotées par des algorithmes chinois. Bon, donc ça a une influence et il faut comprendre que ça a une influence et sans doute beaucoup plus que les abstrats dont parlait mon collègue tout à l'heure. Et le troisième élément, c'est l'intelligence artificielle. On passe à l'étape d'après et sur l'intelligence artificielle, alors je rejoins tout à fait ce qui a été dit et qui me paraît important, c'est qu'il faut former les jeunes juristes, les jeunes avocats, les jeunes notaires, enfin, tous les jeunes là qui arrivent dans nos métiers pour leur apprendre à avoir l'esprit critique. Parce que nous, on a farfouillé dans la documentation papier, on s'est usé les yeux là-dessus, on était ravis de sortir la décision qui nous paraissait pertinente. Aujourd'hui, tout arrive via des bases de données super sophistiquées avec de magnifiques algorithmes. Mais une fois qu'on a cette masse de données, il faut savoir dire toute la jurisprudence est contre moi, mais convaincre son client qu'on peut y aller et qu'on va gagner. Donc, cet esprit critique, c'est de la formation qui doit commencer sur les bancs de l'université. Et là, il y a un changement en profondeur qui s'impose. Vous craignez une robotisation de la justice via tous ces outils, ces algorithmes? Alors, la robotisation, oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. Ça évoque pour moi une discussion que j'ai eue avec la représentante du ministère d'Estonie, puisque en Estonie, ils ont lancé la justice robotisée pour les créances de moins de 7 000 €. Et c'est assez impressionnant parce que tout est fait uniquement par voie d'algorithme. Et dans quel cas, me dit la représentante du ministère, dans les cas où il n'y a pas besoin de débat contradictoire parce que la créance est certaine, voire non contestée. Mais nous, les avocats, on sait qu'il y a la règle de droit, peut-être que la créance est due, mais nous, qu'est-ce qu'on apporte? Quelle est notre valeur ajoutée? C'est peut-être de rappeler la règle de droit, mais de rappeler le contexte. C'est ce qui va permettre d'avoir des délais de paiement, c'est ce qui va permettre de minorer la créance. Ce sont ces éléments-là que nous apportons, et c'est là, vous avez raison, que la justice doit rester humaine. Et aujourd'hui, pour avoir été voir comment ça se passait à Shenzhen, en Chine, pour voir comment ça se passe dans certains pays aujourd'hui, je dis attention, oui, c'est toujours la même chose. Oui à la numérisation, oui à l'entrée de tous ces nouveaux outils. C'est formidable, ça a même un côté ludique, c'est ultra facile, c'est même exigé par nos clients qui se disent tiens, ça va faire moins d'heures facturables et on va avoir des résultats exhaustifs. On peut même imaginer que les assurances vont nous dire si vous n'utilisez pas tel outil, eh bien, votre responsabilité pourrait être engagée. Mais de l'autre côté,
il y a la part d'humanité et le rappel que nous parlons de la justice qui est un pilier dans un État démocratique et que l'accès à l'information est quelque chose de fondamental, que c'est l'accès à l'information juridique que les éditeurs permettent qui donne davantage d'accès à la justice, que cette prise de conscience des droits et obligations que doivent avoir les citoyens se réveille, mais qui permet de construire autour de la justice pour dire on n'abandonne pas, on va vers des actions de groupe, des actions collectives, on va pouvoir se battre même lorsque les enjeux sont mineurs. Mais si on dématérialise tout, alors il n'y a plus cette part d'humanité qui fait la spécificité de la justice. Et partout où ça disparaît, le risque, c'est le sentiment d'injustice. Et quand il y a une fissure dans la justice, lorsque l'injustice commence à poindre du nez, alors on quitte la démocratie. Je pourrais vous donner des exemples. Je vous remercie. Merci. Est-ce que, Jean-Michel Boisset, vous qui êtes également en prise avec les êtres humains, les actes de la vie courante, que ce soit des actes d'état civil, les mariages, successions, comment sécurisez-vous ces relations juridiques, ces actes juridiques? Alors, pour reprendre un terme un petit peu nouveau, on va parler aussi du parcours phygital du client. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre un parcours physique et un parcours digital. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des espaces partagés, on a beau signer sur support électronique, on a beau signer à distance, il va être aussi important de connaître et de rencontrer son client pour lui apporter une vraie sécurité juridique. Ça, c'est un premier point. La sécurisation de nos données, le choix qui a été fait dans le notariat, il n'était pas que chacun développe son propre système informatique, mais c'est le notariat qui a développé des bases de données. Nos données, nos actes sont stockés de manière sécurisée, notamment sur 3 sites en France, totalement indépendants. Ces données sont cryptées de manière à assurer la sécurité à nos clients. Et puis, il ne s'agit pas simplement de collecter les données et de la conserver, mais on doit la conserver. On doit conserver un acte pendant 75 ans. Alors, comment fait-on sur support électronique ? Ben oui, sur support électronique, la difficulté, c'est que l'acte, on va l'avoir signé avec une clé qui est conforme au règlement EIDAS, donc avec un certificat qui a une durée de vie de 3 ans. Donc, il va falloir, tous les 3 ans, réencapsuler ces actes de manière à pouvoir assurer la continuité et l'authenticité de l'acte pendant 75 ans. On n'a pas conscience de ça quand on se marie, par exemple ? Ben oui, c'est-à-dire le contrat de mariage que vous avez signé, 75 ans après, il aura peut-être l'utilité de retrouver les éléments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? C'est à nouveau de redonner un certificat et de redonner de l'authenticité de ces actes et pouvoir garantir à nos concitoyens, à nos clients, que l'acte est bien toujours l'acte intègre du départ, là qu'ils ont été signés, qu'il n'y a pas pu y avoir d'insertion dans cet acte, ou en tout cas de modification du contenu ni du support. Donc le stockage, l'archivage des données et leur sécurité juridique, ce sont des questions sur lesquelles vous travaillez depuis longtemps au Conseil supérieur du notariat. On travaille depuis longtemps en ayant notre propre réseau, qui est un réseau chiffré, avec une identité numérique qui est une identité numérique qualifiée au sens du règlement EIDAS, avec une clé de chiffrement. Et d'ailleurs, les données qui sont stockées par le notariat, c'est pas tous les notaires qui peuvent y avoir accès, mais c'est seul le notaire chez lequel vous avez établi l'acte. Donc on assure aussi cette confidentialité. Et cette protection. Et l'idée, c'est demain aussi de faire circuler la copie de ces actes. Alors pas la copie, mais l'empreinte numérique de ces copies, peut-être sur une blockchain, de manière à pouvoir, quand vous avez un document numérique qui a été signé par un notaire, pouvoir vérifier, vous êtes un partenaire bancaire, vous êtes un assureur, pouvoir vérifier que le document que vous avez entre les mains, c'est bien le document original, que ce n'est pas un document qui a été falsifié. Ça, c'est la prochaine étape ? C'est la prochaine étape. Très bien. Stéphane Larrière, au sein d'un groupe comme Atos, comment organisez-vous la protection des documents et des données et de manière plus générale, comment les entreprises françaises peuvent-elles protéger efficacement leurs documents ? Est-ce que les entreprises françaises vous paraissent particulièrement vulnérables face aux lois extraterritoriales, notamment américaines ? Vaste question. En tout cas, pour ce qui relève de la dernière.
La manière dont, en fait, la manière dont on travaille pour la sécurité, je dirais que c'est une manière assez classique, où on a une gouvernance assez importante qui est présente à tous les échelons de l'entreprise. C'est-à-dire que nous avons des officiers de sécurité qui travaillent ce qu'on appelle au niveau corporate et au niveau global. Et cette organisation corporate globale de sécurité se décline dans les différents pays, puisqu'aujourd'hui, je le rappelle, mais Atos, c'est 76 pays dans le monde. Donc avec des règles de sécurité locale ou des contraintes légales locales qui peuvent être différentes d'un pays à un autre. Donc la gouvernance est très importante parce qu'elle est là pour uniformiser, remonter les incidents, donc c'est-à-dire avoir une veille et une vue de ce qui se pratique. Parce que, effectivement, les grands groupes comme le nôtre sont souvent sujets à des attaques, et qui ne sont pas seulement des attaques de concurrents ou des attaques de hackers, mais qui sont aussi des attaques d'État. D'accord ? Donc aujourd'hui, il faut savoir, vous avez une récente étude qui a été conduite par Thales, qui amène à la conclusion que 49% des attaques sont menées par des États, pour déstabiliser les entreprises, essayer de capter les données, capter leurs valeurs, capter les éléments clés qui sont dans ces entreprises, puisque une entreprise, ce sont des emplois, n'est-ce pas ? Ce sont parfois des secteurs très stratégiques dans l'énergie, le nucléaire, la banque, et qui permettent de déstabiliser un écosystème ou de déstabiliser peut-être un État. Donc les enjeux sont très importants, d'où l'importance d'une gouvernance très, très précise. Nous avons ensuite des policies, là encore, qui sont relayées partout dans le groupe. Donc ces fameuses policies qui sont des règles très strictes que doivent respecter nos collaborateurs sur le terrain, dans la manière dont ils ont accès à leur device, à leur mobile ou à leur PC. Donc on a un double système d'authentification, par exemple, ce qui permet, là encore, de sécuriser les accès, parce que la menace peut aussi venir de l'intérieur, donc des propres collaborateurs. Donc il nous faut aussi, de temps en temps, regarder, monitorer ce qui se fait. Et ces éléments de sécurité nous permettent de le faire. Et puis, j'insisterai encore parce que sur les aspects managériaux et les aspects humains, parce qu'il n'y ait pas de bonne sécurité, vous pouvez mettre en place tous les éléments de sécurité que vous voulez. Le pire étant la négligence. Donc il faut que la sécurité, et notamment en matière informatique où l'effet systémique peut entraîner, j'allais dire, une succession de problèmes, il est très important que l'ensemble des collaborateurs prennent conscience que leur propre sécurité sur le réseau, leur propre sécurité informatique permet la garantie de la sécurité de tous. Donc nous menons des efforts de formation réguliers. La formation, par exemple, sur la sécurité est obligatoire chaque année pour l'ensemble des collaborateurs du groupe. Donc ils ont ça inscrit dans leur bonus scorecards et ils doivent suivre régulièrement ce training-là. Et sur la question de l'égalité des armes, si on dépasse un peu l'entreprise. Sur l'égalité des armes, le point, là encore, je pense qu'il y a une prise de conscience. Donc le récent rapport Gauvin, j'ai vu qu'il y avait Ali Laïdi qui allait intervenir tout à l'heure, donc son livre aussi a contribué je pense, à une prise de conscience sur le fait que nous ne sommes pas à l'abri d'une captation de la valeur, y compris par des voies très officielles, par des États étrangers, via le fameux Cloud Act américain, mais d'autres arrivent, d'autres pays comme la Chine, qui vont probablement essayer aussi de capter les éléments de valeur. Est-ce que nous sommes bien armés pour ça ? Je serais tenté de dire que, pour le moment, nous sommes en phase de réaction et non plus en phase d'action. Donc, on est un petit peu moins bien armés, mais il existe des techniques. On peut encrypter les données, on peut faire en sorte que ces données restent sur les territoires européens, mais avec le modulo suivant, c'est que vous pouvez avoir vos données sur le territoire européen, mais si vos solutions de sécurité sont des solutions américaines, en fait, tous les efforts que vous faites peuvent être réduits à néant. Donc c'est un écosystème auquel il faut réfléchir, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de se dire « je mets mes données ici,
je mets mes données en Allemagne ou en France, je les laisse sur le territoire européen, j'installe un cloud souverain sur le territoire européen. Encore faut-il avoir l'écosystème qui permet un développement en toute sérénité de cette économie. Et puis évidemment, le système de droit est très important. J'en veux pour preuve ce qui a été souligné dans le rapport Gauvin et ce qui est mis en avant sur le rapport Gauvin, qui me paraît aller dans le bon sens, c'est-à-dire tenter d'étendre la protection des données personnelles aux données impersonnelles et aux données de l'entreprise. Alors peut-être qu'il faudra quelques aménagements pour empêcher une trop grande un caractère trop administratif dans les traitements. Mais néanmoins, ça me paraît aller dans le bon sens parce qu'il y a cette prise de conscience qui est essentielle aujourd'hui. Je vous remercie. Je crois qu'on a écoulé notre temps de parole, mais nous allons passer la parole à la salle, peut-être quelques minutes, s'il y a des questions. Ma question, elle est simple. Vous avez parlé de l'open data sur grand public pour les décisions de justice. Alors, je voudrais savoir si les contenus qui seront dans l'open data, est-ce qu'ils seront anonymisés? Alors, ça, c'est une question pour Christiane Ferralschul. Je vous laisse répondre. Alors, l'anonymisation est prévue. En fait, ce qui est prévu, c'est la conformité au RGPD. Donc, la conformité au RGPD, ça veut dire que c'est l'utilisation des données et ça sera anonymisé. Donc, il y a l'article 33 de la loi qui prévoit l'anonymisation, en tous les cas, des noms des juges et des greffiers. Sur le reste... Des parties, bien sûr. Aussi. Et des parties, bien sûr. Ensuite, il y a un travail qui doit être fait dans le cadre du décret d'Open Data pour définir le niveau d'anonymisation qui va être requis. Donc le décret, il est en cours, ça peut prendre plusieurs mois, d'après ce que je comprends. Mais l'anonymisation, oui, elle est prévue. J'ajouterais que c'est très important parce qu'il faut aussi protéger les magistrats. On parle souvent des parties à protéger, puisque effectivement le RGPD est passé par là, mais il faut aussi protéger les magistrats dans leur jugement pour qu'ils puissent rendre une justice en toute sérénité, puisque là aussi, ils peuvent être, eux, faire l'objet d'attaques en fonction de l'issue positive ou non d'une affaire. Ou de profilage, sur ce point, je me permets de réagir simplement pour dire que ce point a été abordé à l'occasion du 30e anniversaire du tribunal de l'Union européenne la semaine dernière. Et que cette position est très critiquée par les anglo-saxons, qui considèrent qu'il est important de pouvoir identifier les prises de position, notamment parce que dans la justice anglo-saxonne, vous pouvez avoir l'un des juges qui a une opinion divergente et qui a son importance dans la jurisprudence, puisqu'on peut, à côté de la décision rendue, dire que tel juge a eu un autre avis et dire lequel. C'est vrai que la raison pour laquelle l'anonymisation des noms des juges est requise, c'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a eu plusieurs... les acteurs de justice, il n'y a pas que les juges, il y a les avocats aussi, mais les juges sont menacés de plus en plus et c'est une demande de sécurisation qui a été faite. Mais il y a une deuxième raison qui a été avancée, que je n'avais pas entendue jusque-là, mais que je trouve intéressante, qui consiste à dire que dans la justice française, il y a une volonté de rendre une décision collective et que ce n'est pas pour rien que nous avons plusieurs juges. Nous avons toujours le trio de juges, la justice est collégiale et qu'il n'y a pas de raison dans ces conditions de donner des noms de juges. Mais j'ai trouvé ça intéressant, donc je partage ça avec vous. Et toujours sur le sujet, pardon d'être bavarde, mais nous avons demandé, avocats, à bénéficier de l'égalité des armes. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où les juges puissent avoir accès à des données auxquelles nous n'avons pas accès, pour mieux défendre nos clients. Si je défends
une société qui se trouve avoir un dirigeant belliqueux qui a déjà engagé 25 procédures, je veux pouvoir m'en expliquer. Je ne veux pas que le juge ait cette information qui peut le conduire à prendre une décision, qui peut altérer d'une manière ou d'une autre sa décision. Donc l'égalité des armes, puisque vous avez utilisé ce terme, me paraît important, y compris dans anonymisation ou pas d'anonymisation. Merci. Une autre question, une dernière question, s'il vous plaît. J'ai le micro, ouais. J'aimerais pas poser la dernière parce que j'en ai beaucoup posé, mais rapidement, la blockchain, est-ce une menace pour le notariat à court ou moyen terme? Et la deuxième question, en Estonie, il paraît qu'il y a le juge intelligence artificielle qu'ils ont mis en place pour des délits inférieurs à certains montants. Est-ce que pour vous c'est un fait divers ou est-ce qu'on peut envisager en France que certaines affaires soient traitées sur la deuxième question, je crois que Christiane Ferralchul a déjà répondu, c'est-à-dire qu'il y a un traitement algorithmique effectivement pour des litiges d'un faible montant, sans participation d'avocats et de magistrats. On va répondre à votre première question sur les notaires. Oui, alors la blockchain a parfois été présentée comme un outil pouvant remplacer le notariat. S'il s'agissait simplement de réaliser une mutation de compte à compte et pas de vérifier justement l'équilibre d'un acte et toutes les règles juridiques, l'application de l'ensemble des règles de droit, des droits de préemption d'un locataire, d'une ville, le paiement des taxes, effectivement, la blockchain pourrait servir. Mais en fait, la blockchain, c'est un outil technologique que le notariat, certainement comme d'autres professions, vont utiliser pour pouvoir avoir une garantie de l'intégrité du support qui circule entre les parties. Et si on ne veut pas faire circuler le support lui-même, de l'empreinte numérique du document qui est une empreinte numérique unique. Donc c'est un outil, il y en a eu nombreux au cours des siècles. La machine à écrire n'a pas remplacé pour autant les professionnels du droit. Mais d'une manière générale, il faut faire attention, toutes ces discussions, on est vraiment dans des enjeux entre deux systèmes de droit, entre le système de droit latin, continental, et le système de droit anglo-saxon. Et il faut faire attention que le numérique et que la rapidité du numérique ne conduisent pas à des failles juridiques importantes et pour avoir un bon classement, par exemple dans Doing Business, finalement à se voir rattrapé par nos concurrents économiques qui vont utiliser d'autres règles. Merci beaucoup. Et toute dernière question. Oui, dans ce chantier de mise à disposition des décisions des tribunaux, un ordre a-t-il déjà été défini? Sait-on par quelle juridiction on va commencer? Conseil de prud'homme, tribunaux d'instance, tribunaux de grande instance? Non, on n'a pas d'ordre. J'avais entendu dire que c'était les conseils de prud'homme qu'on ferait en premier. Je n'ai pas cette information, mais je n'ai peut-être pas bien écouté. C'est possible. Merci, je vais être obligé d'interrompre malheureusement. Merci Florence, merci à tous les participants. Nous les applaudissons.